Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Charles Aloncle, le déontologue de l'Assemblée nationale, humilie Braun-Pivet. La démission s'impose. Emmanuel Macron, ses projets fous. Et Attal, Philippe Gluglu, l'ère du vide et des losers. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire carrément financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Michel C, Pierre Bourdin, Marie et Patrick. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur la barbouzerie contre Charles Aloncle. Après la publication de son rapport sur l'audiovisuel public, le député UDR de l'Hérault s'est accordé une sortie avec sa compagne et attachée parlementaire, Sherazade Kandani. C'est la première étape de la barbouzerie. Paris Match, journal aux ordres bien connu, publie des photos d'un ennemi politique, UDR, Charles Aloncle, en compagnie de son attaché parlementaire. Ce sont des détectives privés qui ont filé le député et qui ont pris ces photos. C'est gravissime. Notez bien le terme perfide de ce tweet. Compagne. Oui, tout est là. Deuxième étape de la barbouzerie, Cory Le Guen. Bonjour, Braun-Pivet. Selon Paris Match, Charles Aloncle serait en couple avec sa collaboratrice parlementaire, ce qui est interdit depuis le vote de la loi dite confiance dans la vie politique. Un article 40 est-il prévu ? Cory Le Guen est un individu multi-condamné, barbouze et affabulateur assumé. Troisième étape, Braun-Pivet s'exécute. Elle répond donc aux exigences d'une petite barbouze. Elle saisit le déontologue et Charles Aloncle risque la prison et des amendes très salées. Yaël Braun-Pivet saisit donc le déontologue de l'Assemblée après la publication d'une photo. Notez la nullité de Braun-Pivet. Elle aurait pu demander des explications à Charles Aloncle avant de saisir le déontologue. Non, elle s'est précipitée, obéissant à une petite barbouze. Complicité. Donc, Charles Aloncle passe dans les médias et explique que son attaché parlementaire est une amie, pas une compagne. Il menace Paris Match de procès en diffamation. Les journalistes aux ordres reculent et enlèvent le mot compagne et le remplacent par ami. Une semaine se passe et on apprend, après plusieurs jours d'attaques médiatiques, le député UDR Charles Aloncle est mis hors de cause par le déontologue de l'Assemblée nationale. Autrefois, on aurait dit que cette histoire est sale. Aujourd'hui, on dit qu'elle est socialiste. Dans ses conclusions, le déontologue et formel Charles Aloncle et sa collaboratrice n'entretiennent aucune relation liée à un mariage, à un pax ou à un concubinage. Aucune violation de la loi sur la confiance dans la vie publique n'est retenue. Conséquence directe, la présidente de l'Assemblée nationale, Braun-Pivet, renonce à réunir le bureau et aucune sanction ne sera prise. Par contre, sa démission pour participation à une barbouzerie, c'est pour quand ? Cela commence à faire beaucoup. La mangeoire est pleine. Braun-Pivet a-t-elle saisi le déontologue contre Ercilia Soudé et Thomas Porte qui bafouent l'article 40 puisqu'ils vivent avec leur attaché parlementaire ? Mais quelle mafia ! Braun-Pivet a été mis au perchoir pour veiller au grain sur toutes les affaires macronistes. Enterrement de l'affaire Benalla, complicité de maquillage des comptes publics, toutes les saletés, refus d'une commission sur Epstein, c'est infini. Braun-Pivet au perchoir, c'est un scandale démocratique. Et comme si cela ne suffisait pas, Nagui porte plainte contre Charles Aloncle. On rêve. Selon le Parisien, l'animateur Nagui aurait déposé plainte contre le député Charles Aloncle et Cyril Hanouna pour complicité de harcèlement moral aggravé. L'arme des puissants, nous dit Alexis Poulain. Cette loi sur le harcèlement moral ne protège pas ceux
qui en ont besoin. C'est devenu une arme des puissants pour des procès bâillons. Quelle honte! Je vous renvoie d'ailleurs au témoignage de Bertrand Scholler à ce sujet. C'est indéniable. C'est une loi qui est destinée à protéger les voyous. Mais regardons dans le détail. Nagui porte plainte contre Charles Laloncle pour complicité de harcèlement moral aggravé avec circonstances aggravantes liées au message qu'il aurait reçu. Son avocate explique qu'Aloncle l'aurait jeté en pâture en l'accusant publiquement de s'être énormément enrichi sur l'argent public, ce qui aurait déclenché des vagues de cyberharcèlement violentes. L'accusation de Charles Laloncle est factuelle. La réalité devient du harcèlement. Protéger l'intérêt du contribuable, c'est du harcèlement. Faire la lumière sur des magouilles, c'est du harcèlement. À quand des agresseurs sexuels qui portent plainte pour harcèlement contre la police ? Premier point, et il est de taille. L'enrichissement de Nagui, grâce à l'argent du service public, donc nos impôts, est factuel. D'ailleurs, Nagui l'a reconnu, et son train de vie le prouve, hein. Porcherie, donc, yacht et vie de jet-setter. Nagui serait multimillionnaire avec une fortune évaluée à plus de 200 millions d'euros grâce à l'argent du service public. Que Nagui ait signé des contrats pharaoniques, c'est pas un problème en soi si ces contrats avaient été signés avec des boîtes privées. Ce qui soulève des questions, c'est avec l'argent du contribuable dans des circonstances plus que douteuses. Bien que la majorité des contrats de production de Nagui proviennent de fonds publics, Nagui a refusé toute transparence. Non-dépôt des comptes des sociétés depuis 2019. Refus ultérieur d'envoyer contrats et fiches de paie malgré une promesse sous serment. Nagui s'était engagé sous serment lors de son audition 1er avril 2026 à faire transmettre par sa société de production les contrats et fiches de paie liés au service public. La société a ensuite refusé par courriel, invoquant la confidentialité qui ne fonctionne pas avec le service public. C'est l'infraction la plus directe, ici, selon l'ordonnance du 17 novembre 1958, article 6. La personne qui refuse de comparaître, de déposer, de prêter serment ou de communiquer des documents requis par une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement, faux témoignage ou mensonge sous serment. Cela relève de l'article 434-13 du Code pénal. Peine 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Résumé de cette affaire ubuesque. Vous avez un député qui a fait un travail remarquable sur l'audiovisuel public. Et c'est la raison pour laquelle Nagui porte plainte contre lui, alors que ce même Nagui a bafoué la loi. Orwellien. Et qui est harcelé véritablement dans cette affaire ? Charles Laloncle. C'est le monde de Braun-Pivet, c'est le monde d'Emmanuel Macron. Toute catégorie du nombre de mises en examen, accusées notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales. Cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Mais qu'est donc de... Eh oui, Olivier Marleix parle de Thierry Solère, le conseiller stratégie en élection. On comprend mieux pourquoi Olivier Marleix gênait le pouvoir. Et quand vous êtes macroniste, vous avez forcément une affaire aux fesses, sinon vous n'êtes pas macronard. Le Sénat lève l'immunité parlementaire du sénateur LR Francis Spizner afin de permettre son placement en garde à vue. Il est suspecté d'avoir monnayé les faveurs sexuelles d'une jeune femme contre l'attribution d'un logement social. Il a une tête bien sympathique, vous ne trouvez pas, mesdames, Francis Spizner ? Et puis, j'en connais un dans le gouvernement Lecornu qui doit serrer les fesses au vu de cette nouvelle. Vous ne voyez pas qui ? Mais si, le ministre de l'Injustice, Gérald Darmanin. Vous savez, celui qu'on surnomme dans le Nord le tringleur de Tourcoing, pour des raisons quasi identiques que Maître Spizner. Changement de sujet, les canicules s'emballent au Parti socialiste. Les révélations du résumé de l'affaire K plus Ultra, la police a trouvé dans les registres 103 bijoux et montres de
haut de gamme dans le bureau de Zapatero et 286 000 € dans un sac de golf à la maison de Julio Martinez. Perquisition dans le bureau de l'ancien Premier ministre espagnol socialiste Zapatero dans un coffre plusieurs millions d'euros de bijoux en émeraude, saphir et montres de luxe. D'où la caricature. Alors hier, j'ai commis un lapsus, j'ai appelé Zapatero Felipe González. Mais il faut savoir que j'avais fait un dossier sur les premiers ministres socialistes espagnols corrompus. C'était long comme lire l'annuaire. J'ai donc coupé l'information sur Felipe González. Voilà pour l'explication. La corruption au Parti socialiste en Espagne, Felipe González. S'il fallait résumer tous les scandales autour de Felipe González, on n'en finirait plus. Et puis, comme vous le voyez sur la photo de droite, Felipe González aimait se rendre à Cuba en compagnie de Castro pour faire la fête. Il a été pris une multitude de fois avec de jolies danseuses dévêtues. C'est beau le socialisme. Il y a un énorme scandale en Espagne, mais personne n'en parle sur les chaînes de télévision, car ça mettrait à mal le récit socialiste. La France est dans une situation grave et les journalistes préfèrent discourir sur la climatisation, apanage de la droite. La débilité étouffante sur BFM. Cela me rappelle quand Libé, il y a une vingtaine d'années, titrait que la course à pied était de droite, car Sarko faisait de temps en temps du footing. Ah, tous ces droitards kényans, quant à Zatopek, ultra-droite, bien évidemment. C'est bête, c'est de gauche, c'est BFM. Sur CNews, Geoffroy Lejeune. C'est drôle, par exemple, on a un État qui n'assure quasiment plus vraiment aucune de ses missions régaliennes et on va lui demander de gérer la température. Moi, je trouve ça très bizarre. Et on va lui demander des comptes si jamais ça se passe mal, etc. Alors que c'est sur beaucoup d'autres sujets, je pense qu'il faudrait mettre notre colère. Et pour terminer, là, les images qu'on vient de voir, c'est juste... Voilà, les médias et les politiques nous bassinent avec la canicule apocalypse. Pathétique diversion. Ah, discourir pendant des heures de l'accessoire, du futile, afin d'éviter de répondre devant les Français de leurs trahisons et de leurs échecs. L'antavirus, la canicule aujourd'hui, sont des effets d'aubaine pour tous ces macronards. Autre délire, le péril. Xenia, cela n'arrête pas. Patou pointe CNews qui donne régulièrement la parole à Xenia Federova, l'ex-directrice de RT France, proche de Vincent Bolloré. Elle est la voix de Moscou sans que les pouvoirs publics ne réagissent. Alors oui, dit l'éditorialiste, c'est un problème démocratique. Le problème démocratique n'est-il pas plutôt quand un journaliste du service public comme vous, Patou, avec votre compère Thomas Legrand, complotiez avec des pontes du PS dans l'arrière-salle d'un café avec comme cible Rachida Dati? Vous le savez, le débat démocratique se nourrit de contradictions. Il faut donc qu'il y ait des poils à gratter, des antithèses. Et je vous montrerai d'ailleurs les conséquences dans un instant. Mais que constatez-vous avec Patou? Eh bien que Patou refuse toute forme de contradiction. Il est le champion pour accuser, sans éléments factuels, des adversaires politiques, sans leur laisser un droit de réponse. Nous l'avons encore vu avec quelle époque sur Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan. Remarquez que c'est plus commode lorsqu'on est payé pour réciter les éléments de langage de l'Élysée, du Big Pharma ou du Parti Socialiste. Ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que certains nous font croire qu'ils sont des hommes libres. Pour reprendre l'expression de Gabriel Attal, Bilderberg, Davos, Young Leader. Tiens, puisqu'on parle de ce petit monde... L'escalade russe en Ukraine est un signe de désespoir. La Russie perd du terrain sur le champ de bataille, a échoué à diviser les Européens et se révèle être un sponsor perdant au Moyen-Orient, en Afrique ou dans le Caucase. Benjamin Haddad. Il faut rappeler que Benjamin Haddad a travaillé pour l'Atlantic Council. C'est un lobbyiste des intérêts américains. C'est rigolo, Macron a fait de cet agent américain un ministre. Mais si le gars est moins fou que Barrault, le clown halluciné, son supérieur hiérarchique, il est quand même un peu demeuré. Secrétaire d'État aux affaires européennes, il est incapable de situer l'Iran sur une carte et procède par incantation inepte. Il invente un réel qui n'existe pas. Le pire, c'est qu'il ne ment pas, il croit à ce qu'il raconte. Forcément, Régis peut-il remettre en cause le narratif de ses maîtres ?
Autre exemple, Glu-Glu. Il a été recruté par les Américains en 2008 dans le cercle de l'Observatoire pour défendre l'image de l'Amérique après la guerre en Irak. On le retrouve en Géorgie, on le retrouve en Ukraine. Il est un agent atlantiste assumé. Et ce qui est inacceptable, c'est que les journalistes refusent de rappeler aux Français le passé trouble de Glu-Glu. Troisième cas, Ilan Gabé. Estelle Denis, groupe Rodolphe Saadé, vient de donner 3 heures d'antenne à Ilan Gabé, militant d'extrême gauche, soutien affiché et revendiqué de Jean-Luc Mélenchon, présenté comme étudiant en droit. Ilan a tout à fait le droit de s'exprimer et de défendre ses idées politiques comme tout citoyen. Il n'y a pas de censure chez les patriotes, on défend la liberté d'expression. Par contre, ce qui n'est pas tolérable, c'est de cacher son engagement auprès de Mélenchon. Ça, c'est une tromperie. Sur RMC, Ilan propose de créer des wagons réservés aux femmes pour lutter contre les agressions sexuelles. Au lieu de punir les agresseurs et surtout de les nommer, il veut punir les agressés. Les fanatiques en rêvaient, Ilan Gabé l'a proposé. L'apartheid, quelle riche idée, Ilan. Pendant que les médias donc s'astiquent sur des thermomètres, Macron avance ses pions. Il devient de plus en plus inquiétant. Macron explique que Zézette, dont le mandat est expiré, reste pleinement légitime, que les élections deviennent facultatives en temps de guerre. Mais c'est terrifiant, très important. Voir attentivement cette vidéo présidentielle alarmante, je la mets dans ma description. Le président Macron semble implicitement penser que si une guerre Union européenne-Russie est déclarée, les élections étant selon lui facultatives en temps de guerre, il pourrait, comme Zézette depuis 2024, rester au pouvoir en 2027 et faire de facto un 3e mandat sans avoir besoin de se présenter devant les électeurs français. C'est une incitation diabolique pour lui à prolonger cette guerre sans fin. La guerre sans fin comme dans 1984 pour justifier un mandat présidentiel à vie. Et dans la foulée, la dissuasion nucléaire française s'ouvre à l'Europe. Dissuasion nucléaire, la France ouvre maintenant un dialogue avec ses alliés proches sur la manière dont leurs armes nucléaires peuvent également contribuer à la sécurité européenne, déclare Jonas Gahr Stare, Premier ministre norvégien. Le Parlement français a-t-il été consulté ? Bien évidemment que non. Encore une dérive tyrannique du perturbé d'Amiens. Et pourquoi d'ailleurs cela est-il possible ? Car il n'y a plus de débats contradictoires sur les plateaux de télévision. Et à la place, qu'avons-nous ? Eh bien, une vérité officielle délirante. S'il y avait un peu plus de Xenia, s'il y avait un peu plus d'individus courageux, le perturbé d'Amiens aurait été incapable de faire passer le clown poudré corrompu pour un nouveau Churchill. Et qui sont ces relais ? BHL, Benjamin Haddad, autrement dit, les voix de l'étranger. Alors vous comprenez qu'ils ne veulent surtout pas de Xenia, ils ne veulent surtout pas de voix discordantes, car leur narratif est purement et simplement débile. Tenez, j'allais l'oublier celui-là, Titelman, l'hôtesse de l'air. Les comptes bancaires de la Russie sont dans le rouge, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Peur Avion nous explique les chiffres. L'hôtesse de l'air nous fait un cours d'économie. Si vous voulez de vrais professeurs d'économie, je vous conseille l'entretien que j'ai tourné hier avec Philippe Murer, qui nous a présenté la situation économique des pays de l'Union européenne. On ne peut pas dire que c'est brillant. Et dans l'ensemble, il y a un ralentissement économique mondial. Qu'est-ce qu'il en fait, le Titelman ? Il nous explique que la Russie est dans le rouge. Bon, pour vérifier ce qu'il dit, je tape dans mon moteur de recherche, et voilà. La vigueur du rouble met sous pression l'économie de guerre russe. La hausse des exportations d'énergie a contribué à porter la monnaie à son plus haut niveau depuis 3 ans, rendant les autres exportations moins compétitives. Vous avez donc l'explication. L'économie russe engrange des centaines et des centaines de millions de dollars de plus par jour depuis la guerre en Iran, du fait des exportations de pétrole. Cela fait monter le rouble qui devient une monnaie très forte. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de dette et il y a une augmentation du pouvoir d'achat. Voilà les problèmes que les Russes doivent régler en ce moment.
on aimerait avoir les mêmes soucis. Il fait vraiment un sale boulot, le Titelman. Et c'est à cause de ces serpillères que nous avons, jour et nuit, sur nos écrans, les Attal, les Philippe et les Glu. Et oui, il n'y a plus de vrai débat. C'est l'ère du vide davosien, du loser ridicule. Voyez Gabriel Attal devant un journaliste aux ordres. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ? Ça, je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est quoi ces questions ? Là, je me bats pour être candidat et je me bats pour gagner cette élection présidentielle. Benjamin Duhamel, j'ai annoncé ma candidature. Il s'énerve, Gabi. Et s'il était devant un vrai journaliste ? Là, ce serait rigolo. Un journaliste, par exemple, qui lui montrerait cette chose. Gabriel Attal s'est bien vu offrir un diplôme sur mesure par Sciences Po après avoir redoublé son master d'affaires publiques, ce qui n'arrive quasiment jamais. Je suis obligé d'en produire les preuves, puisqu'on a tenté de mentir et de faire croire que c'était une théorie du complot. Il faut également rappeler que Gabriel Attal n'avait pas validé sa licence de droit. Nous avons donc affaire à un âne privilégié qui s'est mué en perroquet pour réciter les éléments de langage creux qui avaient été récités avant lui par Emmanuel Macron. Il n'a pas de projet, il n'a pas de programme. Il veut juste être ce proconsul au service de l'Union européenne. Épouvantable. Quant à Édouard Philippe, c'est à peu près la même chose. Il faut clarifier ce point parce que si vous faites un référendum sur les retraites après avoir été élu, ça veut dire que si vous perdez ce référendum, il n'y a pas de réforme des retraites pendant 5 ans. Le sujet que j'évoque, c'est qu'est-ce qui se passe. Il est un peu gêné, le Édouard Philippe, parce qu'il est le candidat de la réforme des retraites à 67 ans. Si nous voulons préserver notre modèle social, compte tenu de notre démographie, nous allons devoir travailler plus longtemps, oui, mais pas tous dans les mêmes conditions. Le sauveur du système est sa mesure phare, la retraite à 67 ans. On va payer des taxes plus longtemps pour ce système qui nous crache dessus. La pire proposition possible. Et qui est exigée, vous le savez, par l'Union européenne comme les ZFE. Autre proposition d'Édouard Philippe. Samuel Paty doit entrer au Panthéon. Non pas parce qu'il a été victime, comme trop de nos concitoyens, du terrorisme fanatique, parce qu'il incarnait ce que la République a de plus exigeant, blablabla, blablabla. À l'époque où l'administration a abandonné Samuel Paty, Édouard Philippe était Premier ministre, donc chef de l'administration, et il soutenait ensuite Jean Castex, dont l'administration a aussi abandonné Samuel Paty. Je pourrais en parler pendant des heures, mais ce sont les mesures qui ont été développées par Édouard Philippe et ses prédécesseurs européistes qui ont conduit à cette situation de la mort de Samuel Paty. La lâcheté à tous les étages. Par contre, pour éborgner les gilets jaunes, là, la main d'Édouard Philippe n'a pas tremblé. La France a du retard à rattraper. Je ferai de la transition climatique un enjeu majeur de la campagne. La France est au bord de la faillite et ce clown parle de décarboner la production d'énergie, comme d'un enjeu majeur de campagne, alors que l'énergie française est l'une des plus décarbonées au monde et que la France ne pèse rien sur la production mondiale de gaz à effet de serre. Ce niveau de déconnexion est stupéfiant. Ce bonhomme n'a aucune idée des ordres de grandeur. Il faut également rappeler qu'il est responsable de la fermeture de Fessenheim, comme Emmanuel Macron, et que c'est lui qui a voulu également les ZFE pour complaire à Bruxelles. Édouard Philippe, c'est un pur parasite européiste. Quant à la gauche, c'est du délire. D'un côté, l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui. Donc, il faut comprendre la violence des propos de Mathilde Panot. Ce n'est même plus que la France de nos ancêtres est détestable, mais qu'elle n'existe pas et n'a jamais existé. C'est voler l'héritage commun des Français. Mathilde Panot a-t-elle séché les cours d'histoire ? Cela me semble certain, car on apprend à l'école que la France est peuplée historiquement d'Indo-Européens. Ce qu'elle dit est épouvantable. Mais je voudrais revenir également sur le terme chrétien. C'est aussi un fait historique. Catholique d'ailleurs signifie universel. Cela souligne la vocation
du catholicisme à s'adresser à tous les êtres humains sans distinction d'origine, de culture ou de classe sociale. Il y a donc la religion catholique est africaine, américaine ou asiatique. Le discours de Mathilde Panot est contradictoire. Si il y a une nouvelle France aujourd'hui, c'est qu'une ancienne France a bien dû exister. Et oui, et cette France catholique intégrait les étrangers. Il suffit d'aller à la messe d'ailleurs pour s'en convaincre. Une proposition qui a du sens. Il faudrait inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution, plaide Naïma M. Fadel. Voilà, cette gauche veut effacer notre culture, veut mettre en place l'apartheid pour les femmes à la SNCF. Quant à ceux qui financent cette gauche, on les retrouve toujours dans les bons coups. Le banquier d'extrême gauche et homme de presse Mathieu Pigasse, le patron de Patou, a conseillé l'un des dictateurs les plus corrompus d'Afrique, Denis Sassou Nguesso. Conseiller de dictateur. Il partage cela avec Raphaël Gluglu. Dernier point qu'il ne faudrait pas oublier. Braun-Pivet, la macronarde, protège les députés de la France insoumise. Là encore, cela signifie beaucoup. C'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec Serge Zaccard. On va tous bouillir. Bientôt les cartes animées du sévice public. Et pourquoi pas un pchout contre le réchauffement climatique. Nouveau, le pchout anti-canicule est enfin arrivé. Accourez vite chez votre médecin ou en pharmacie pour vous faire pchouter. Il y aura peut-être quelques effets secondaires mortels, mais probablement moins graves que de grosses gouttes de transpiration. Il faut absolument faire quelque chose. Manifestons avec Serge Zaccard. Les canicules s'emballent. Après avoir manifesté au métro Glaciaire contre le froid, Serge Zaccard vous invite à vous réunir au métro d'Enfer contre la canicule infernale. Mais au fait, pourquoi le Zaccard Burger? Parce que Serge Zaccard collectionne les boîtes de burgers de McDo, une collection de plus de 900 pièces. Bizarre de collectionner les boîtes d'une multinationale polluante lorsqu'on est escrologiste. Un internaute m'a apostrophé. Ah, vous faites le malin sur le climat. Mais chez moi, dans mon patelin, il a fait 58 degrés. Oui, Louis, tu fais toujours le malin ? Il faisait 58 degrés à 11 heures quand je suis passé au village. Et dire qu'il y a encore des gens pour nier le réchauffement climatique. C'est une preuve à la Serge Zaccard. Vous ne voulez pas croire à ce récit terrifiant? Allez hop, la presse en rajoute une couche. Les serpents venimeux se rapprochent des villes et le nombre de morsures devrait augmenter selon une étude. Vous n'êtes pas mort de la canicule? Vous êtes un complotiste, car déjà vous avez refusé de mourir du Covid, de la grippe de la tomate, de la variole du singe, de l'antavirus ou d'Ebola. Cependant, vous n'échapperez pas à la nouvelle peur média, selon une étude. Allez, une dernière avec le château de Chambord. 33 degrés dehors, 19 degrés dans l'escalier à double révolution du domaine de Chambord. 500 ans plus tard, la climatisation version Renaissance fonctionne toujours. La community management du château de Chambord, c'est une merveille, nous dit Idriss. L'Assemblée nationale a adopté l'abrogation du Code noir. Gilles, pchouté 10 fois, réagit. Demain, une nouvelle étape décisive dans la modernisation du pays. L'Assemblée nationale votera l'abrogation de l'édit du maximum des prix instauré par l'empereur Dioclétien en 301 après Jésus-Christ. Ce vote de dépassement, de simplification et d'audace envoie un message clair. La France n'est plus condamnée à l'immobilisme de l'Empire romain tardif. Transformer, agir, avancer. Macronard en avant. Vous voulez une autre mesure débile? Vite, vite. Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau veut rendre obligatoire la présence d'urinoir dans les toilettes réservées aux femmes. Bon, il s'agit sans doute d'un site parodique. Alexandre Langlois et Retailleau. Le Point a suivi durant 4 jours le candidat Retailleau pour son premier déplacement international en Ukraine. Ce que Bruno Retailleau a vu à Kiev. Des Bentley ou des valises de billets?
Attention, élection 2027. Quel gland, oui, pour 2027. Et enfin, une dernière. Patrick Bruel, enquête sur la chute d'une idole. Je sais que ma carrière est terminée. Le prédateur, pas les victimes. Merci, Paris Moche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.